Bonsoir à tous. La mort de 24 soldats tchadiens des suites d'une attaque terroriste sanglante survenue en début du mois d'août 2021 rappelle les défis sécuritaires auxquels ce pays est toujours confronté. En s'inclinant devant la mémoire de ses frères d'armes, le général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, reconnaît le lourd tribut payé dans cette guerre asymétrique et s'engage à faire capituler les terroristes. Ces défis sécuritaires ont été le principal argument brandi aux yeux de la communauté internationale pour justifier la mise en place d'une transition militaire au lendemain de l'assassinat de Idriss Déby Itno au Tchad le 20 avril 2021. Le président tchadien venait d'être réélu au terme d'une élection boycottée et contestée par le chef de file de l'opposition, alors que certains Tchadiens ont à leur tour manifesté dans les rues pour désapprouver l'arrivée du fils du défunt président à la tête du pays en violation de la Constitution. Le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau y voit une opportunité de sortir du cycle infernal des régimes dictatoriaux pour amorcer une nouvelle ère au Tchad. Pourquoi ce pays d'Afrique centrale vit au rythme des rébellions, coups d'État et régimes totalitaires? Quel est l'état des lieux de la situation politique, sécuritaire et économique au Tchad? Cette transition, placée sous la présidence du général Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président, peut-elle conduire à des élections présidentielles et législatives transparentes? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition au Tchad, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle dans ce pays d'Afrique centrale. Il est aujourd'hui vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif au Tchad. Il est l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, entretien exclusif. Président Saleh Kebzabo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et merci de me recevoir. Merci de nous accorder cet entretien exclusif sur Equinox Télévision. Vous avez fait le déplacement depuis N'Djamena pour assister à cette émission ici à Douala. Vous connaissez le principe de l'émission La Vérité en face. Nous sommes en compagnie de deux autres journalistes qui vont s'entretenir avec vous dans le cadre de ce programme. D'abord Armstrong Formy. Bonsoir Armstrong. Bonsoir Cédric Noufele. Good evening you ladies and gentlemen. Thanks for joining us on your favorite program, La Vérité en face. Tonight we are having as guest Saleh Kebzabo. He is the national president of the National Union for Development and Renewal, a leading opposition political party in Chad. You remember that he was second in the 2016 presidential election in Chad, and he is currently the vice president of the organizing committee of the Chadian National, that is the National Dialogue. We are having him as guest tonight. National President, thanks for accepting to be with us. Merci. Et sur le plateau, Duval Fango est avec nous. Duval, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à l'invité Saleh Kebzabo et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Saleh Kebzabo, comment un journaliste de votre rang, de votre formation, ayant exercé à la fois à l'agence de presse tchadienne, collaboré avec de grands journaux panafricains, se retrouve engagé dans la politique, notamment dans l'opposition tchadienne, au moment où l'arrivée d'Idriss Déby Itno est perçue par certains Tchadiens comme une opportunité pour les compétences tchadiennes de pouvoir travailler avec ce président-là. Qu'est-ce qui explique une telle trajectoire? Mais ce n'est pas à vous que je vais dire que la phrase bien connue, le journalisme mène à tout. Et effectivement, je suis moi journaliste de formation. J'ai eu une certaine expérience assez longue pour me retrouver, allais-je dire, naturellement en politique, puisque étant journaliste, je suivais de très près l'évolution du pays et des problèmes de mon pays. Et donc le choix ou le saut dans cette direction-là n'a pas été particulièrement difficile. J'allais dire que c'est tout naturellement que je me suis retrouvé en politique, co-fondateur du parti UNDR avec d'autres amis. Et puis voilà, et la roue s'est mise à tourner tout simplement comme cela. Et j'ai quitté le journalisme de cette façon-là parce que j'ai fondé en 89 N'Djamena Hebdo, qui existe toujours, qui est, j'allais dire, l'ancêtre de la presse indépendante tchadienne,
que j'ai quitté avec beaucoup de fierté dès que je suis entré en politique, parce que je pense qu'il y a une certaine incompatibilité si on veut respecter une certaine éthique. Quels sont les faits qui vous amènent à franchir le pas? Mais les faits, ce sont, comme je l'ai dit, tout ce que j'ai vécu en tant que journaliste. Je faisais essentiellement dans la presse internationale de la politique. Quand j'étais au Tchad au début, donc des années 70, fin 60 et début 70, j'étais à l'agence tchadienne de presse, j'ai donné un coup de main à la radio Tchad de l'époque, soit pour le journal, soit pour les reportages sportifs, parce qu'il n'y avait pas assez d'effectifs. Et puis après ça, pour des raisons politiques sur lesquelles on reviendra peut-être une autre fois, j'ai dû quitter le Tchad pour aller en France sous le prétexte de continuer mes études pour préparer un 3e cycle. Et je me suis retrouvé tout simplement à Jeune Afrique. Et puis voilà, tout le reste, c'est ce qu'on sait de moi jusqu'ici. Et donc, en traitant de l'information, forcément, on est amené à côtoyer vraiment au quotidien l'information et les acteurs de l'information. Et donc, j'en suis devenu partie prenante et je me suis retrouvé en politique tout naturellement. Duval Et Famba. quelle est la vision que vous avez au moment où vous entrez dans l'espace politique au Tchad? Je veux dire, quel est le regard, comment vous pensez le Tchad? Est-ce qu'il s'agit tout simplement de rentrer dans l'espace politique avec les autres acteurs politiques, essayer de faire bouger les choses? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous préoccupe au moment où vous entrez dans l'arène politique et que vous échangez en tant qu'acteur politique? J'ai l'impression que le métier même de journaliste a fait de moi, a bâti en moi progressivement un homme politique. Parce que j'étais vraiment en contact au quotidien avec les événements, avec les faits, avec les hommes politiques. Mais vous ne direz pas que c'est par mimétisme? Non, pas du tout, c'est par conviction. Parce que vous allez voir qu'il y a 2 étapes dans cette vie-là. Il y a la première étape sous Thomas Mbaye, où déjà j'ai fait de la prison en 1969, pour des raisons de journalisme, mais pas de politique, mais la ligne entre les deux étant difficilement très claire. Et c'est pour des raisons politiques qu'on a été avec d'autres amis arrêtés, puis libérés après un grand procès. Et c'est à suite de ça que je suis allé en France, que je me suis retrouvé cette fois-là dans Jeune Afrique. À Jeune Afrique et à Demain l'Afrique. Et c'était la période de guerre au Tchad. La période de 79, 80, 81, 82, où j'étais donc, disons, assez éloigné géographiquement des problèmes, mais très proche de tout cela puisque je les vivais au quotidien. Jusqu'à ce que, maintenant que je rentre au Tchad, que je me réinstalle à la fin des années 80 et que l'événement de 90 avec le départ de Sénabré marque ce nouveau départ, aussi bien pour le journal qui venait d'être créé que pour moi-même quand il a fallu entrer en politique pour prendre la direction du parti politique. Je me suis donc retrouvé en plein la vie. En fait, quand je pose la question, c'est peut-être pour avoir quelques précisions, orientations. C'est-à-dire qu'on a un espace politique qui est tenu par des acteurs politiques depuis plusieurs années. Il y a un certain nombre de défis, non seulement à l'intérieur du pays, du point de vue de l'instabilité politique, entre autres. Il y a des enjeux qui sont liés, par exemple, au panafricanisme et d'autres questions dans les rapports avec l'ex-métropole. Il y a des questions économiques liées au l'amélioration du cadre de vie des populations, entre autres. Est-ce que c'est tout cela à la fois ou bien il y a un indicateur particulier qui retient votre attention dans ce contexte précis? Non, il n'y a pas d'indicateur particulier. C'est un peu tout cela. Parce que moi, je suis d'une génération qui a connu autre chose. Nous, à l'époque, on faisait vraiment de l'opposition politique convaincue. Non pas mue par des intérêts divers comme je le vois aujourd'hui. À l'époque, c'était quand même les années qui ont suivi les premières années de l'indépendance. Et donc certains thèmes que nous avions galvaudés à l'époque étaient toujours présents. Vous avez évoqué le panafricanisme, qui aujourd'hui, quand je le vois dans la pratique de certains, me surprend beaucoup. Mais le panafricanisme, dans son essence même, c'est vraiment l'âme africaine délivrée de toute subordination, qu'elle soit colonialiste, impérialiste, tout ce que vous voulez. Retrouver vraiment l'âme africaine en elle-même. Pour ça, on l'a pratiqué en son temps. On s'est battu en tant qu'étudiant contre le néocolonialisme, et ainsi de suite. Et puis, tout cela évolue, et si vous voulez, fait que l'homme, le jeune homme que je suis, marqué par tout cela, ne s'est jamais senti vraiment totalement éloigné des problèmes du Tchad ou des problèmes de l'Afrique. J'ai parlé de notre emprisonnement tout à l'heure en 1969, mais tout simplement parce que sous Thomas Mbaye, en 1969, on a pensé que effectivement, il était à la fin d'un mandat, il préparait une nouvelle élection,
Nous, on a pensé avec donc feu Dr Boutel Bono et les autres qui ne sont plus, Gambé, Aziz, qu'il fallait qu'on fasse un cycle de conférences pour sensibiliser l'opinion et la jeunesse tchadienne. Cycle de conférences qui parlait de quoi? De la négritude et du développement en tant que culture, et ainsi de suite, de compatibilité ou pas. Rien que ces thèmes-là, vu sous cet angle, ont fâché le régime de Toumani, qui a vu un certain danger et nous a arrêtés pour remettre fin à tout cela. Et donc, ce que je voudrais dire dans tout cela, c'est que lorsque on a eu une certaine formation, lorsqu'on a eu une certaine culture militante de base, ça ne peut pas vous quitter. Et puis en 1996, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Depuis lors, vous avez été candidat à plusieurs élections présidentielles. Là, vous faites un grand saut. Oui, et c'est à dessein. Élection présidentielle avec des résultats qu'on connaît. Est-ce qu'aujourd'hui, au risque peut-être d'avancer un peu trop vite dans le conducteur, quand vous faites un regard rétrospectif, quand vous posez un regard rétrospectif sur votre parcours, sur votre trajectoire politique, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez atteint les objectifs que vous êtes fixés au départ lorsque vous entrez dans l'arène politique? Oui. Ou bien vous pensez que c'est un échec? Non, c'est pas un échec. Tout ce que j'ai fait, que je n'ai pas fait seul, avec d'autres amis qui sont ou ne sont plus, je l'assume dans toute sa plénitude et je me dis que c'était la bonne direction, c'était la bonne chose à faire. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure de créer un parti politique, c'était dans une période de cafouillage, 91-92 évidemment. Chacun d'entre nous pensait qu'il était une personnalité incontournable et que aux premières élections, forcément, c'est nous qui passerions. Avec le bouillonnement qu'on observe dans l'espace politique en Afrique. Et donc 96, première élection présidentielle, où chacun pensait pouvoir gagner, effectivement, parce que c'était encore relativement vierge. Le président Déby lui-même n'était pas encore très bien chevillé pour j'allais dire, magouiller et essayer de contourner tout cela, ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs par la suite. Et donc voilà, moi je pense que quand on est à ce niveau-là, quand on a atteint ce niveau, on devrait pouvoir en tout cas tenter de se confondre avec les grands idéaux qu'on défend, et non pas se positionner ou se prépositionner uniquement sur des intérêts tout à fait personnels qui ne sont à ce niveau-là d'aucun loi et qui ne sont pas fondés. Donc c'est pour cela que je vous dis que je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait jusqu'ici, bien au contraire. Je pense que j'ai participé au développement de la chose politique dans mon pays, à l'éveil des consciences. Et ça, c'est important. Moi, je suis aujourd'hui à un âge où je pense certainement que je n'en ai pas pour très longtemps encore sur la scène politique active. Mais je suis fier d'avoir contribué, non pas seulement pour mon parti, mais pour le Tchad de façon générale. Je suis fier d'avoir réussi ce qu'on peut appeler cet éveil politique qui aujourd'hui bouillonne. Quand tout cela bouillonne aujourd'hui dans le pays, c'est parce que quelque part, nous, personnellement, avec d'autres amis, on y a contribué et on n'est peut-être pas encore arrivé au bout de notre peine, puisque quand on crée un parti politique, c'est essentiellement pour conquérir le pouvoir. Ah ben voilà. Pas pour autre chose. Ah ben voilà. Mais c'est pas parce qu'on n'y est pas arrivé qu'on n'a pas bien fait ou qu'on a échoué. Ce n'est pas un échec du tout, surtout lorsqu'on sait comment dans des pays comme les nôtres, je parle d'Afrique en général, d'Afrique centrale en particulier, les élections sont une très grande mascarade. Mais pourquoi donc prendre part à cette mascarade-là, pourriez-vous certainement me dire. Mais je me dis que vous avez échoué une fois, vous en tirez les leçons. Vous y allez une seconde fois, vous en tirez les leçons. Jusqu'à ce que, comme en Zambie, à la 6e épreuve, on y arrive. Et vous, les leçons que vous avez tirées, c'est lesquelles, par exemple? Pardon? Et les leçons que vous avez tirées, vous, par exemple, c'est lesquelles? Le problème tchado-tchadien, qui est celui de l'Afrique centrale de façon générale, c'est le problème de la pratique politique en soi. La pratique politique est devenue, pour beaucoup, une sorte de fonds de commerce qui aujourd'hui nous fait patiner. Et ça, c'est la faute la plus grave que nous avons commise. Ajoutez à cela, dans un pays comme le Tchad, tous ces événements que nous vivons, dont vous parliez au début, à savoir des problèmes de paix et de sécurité, un pays qui est plombé par 50 années de rébellion, ce qu'on appelle, avec beaucoup de pudisme, les politico-militaires. Ça fait 50 ans que ça plombe le pays. Et justement, sur ce point, Saleh Kebzabo, vous parlez de 50 années d'instabilité politique, de défis sécuritaires. Vous avez été journaliste, vous avez rédigé de nombreuses enquêtes.
sur l'évolution de la situation politique dans votre pays, au regard des modes d'accession au pouvoir des anciens chefs d'État, de leur stratégie de conservation de pouvoir, de ces multiples rébellions. Qu'est-ce qui explique cette situation particulière du Tchad? Mais c'est parce que, tout simplement, comme je l'ai dit, la rébellion a plombé l'avenir du pays depuis 50 ans. Quand on prend toutes ces rébellions-là, avec toutes ces étiquettes que nous connaissons, il doit y avoir quoi, 15, 20, 30 mouvements politico-militaires au Tchad. Pourquoi est-ce qu'il y en a tant? C'est ce que je déplorais tout à l'heure, les gens en politique. C'est parce que chacun pense être mieux placé que l'autre. Ils n'ont pas réussi, ou ils n'ont pas voulu, ou ils n'y ont pas cru. Sur le terrain politique, ils amènent le débat sur le plan militaire, aidés par d'autres pays. Je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre. Et ils pensent que c'est ça la solution. C'est ce que j'appelle le saut à la perche pour parvenir à ces fins. Mais la dévolution du pouvoir en politique, je pense qu'il faut quand même qu'on accepte les fondamentaux de la chose, à savoir qu'il faut qu'à un moment donné, le peuple puisse s'exprimer vraiment. Et que le peuple s'exprime et qu'il retrouve son expression dans les résultats qu'on va lui proclamer. Mais lorsque vous prenez le cas de 2016 au Tchad, où, de façon vraiment visible, ce n'est un secret pour personne que Idriss Déby était battu. Je ne dis pas que je l'ai battu, mais je dis que l'opposition l'a battu puisque dans une élection à 2 tours, on devait nécessairement venir à un deuxième tour avec moi en tête. Oui, mais le résultat officiel, c'est 61% pour le président c'est malheureusement et 12% pour vous. C'est malheureusement toujours ça. Et c'est ça qui fait qu'on doute beaucoup des élections. Les populations, à la base, qu'on ignore souvent, dont on ignore souvent le haut niveau politique, se dit, ben, quand vous revenez à une autre élection pour battre campagne, vous dites, mais toi, la dernière fois, on a battu ce monsieur-là, il est toujours au pouvoir. Tu reviens encore pour nous entraîner dans la même aventure. Et on est fatigué. Nous leur disons, non, ne nous fatiguons pas. À force de répéter cet exercice, il arrivera un moment où ça va s'arrêter. Et ça, j'y crois fermement. Ça s'est arrêté là d'une façon ou d'une autre, et nous y reviendrons, puisque vous l'avez dit. Nous sommes convaincus aujourd'hui que le Tchad est arrivé à un autre carrefour. Une nouvelle page de notre histoire va être écrite là, à partir de ce qui se met en place actuellement, pour nous amener à la fin d'une transition de 18 mois à des élections dont nous pensons, dont nous espérons, dont je suis, moi, convaincu, d'abord par la durée, ensuite par la volonté d'y arriver, enfin par des élections transparentes. J'y suis convaincu, j'en suis convaincu. Si ce n'était pas le cas, vous ne me verrez pas en train de défendre ce que nous sommes en train de faire. President, you came into politics at a time when most African countries were still giving a welcome hand to democracy. They were still embracing democracy, and you came with the opposition political party. And from the 90s, you have had a series of experience observing elections in Chad, participating in Chad, your country, and also observing elections in other countries within the Central African sub-region. And after this long while, without a change of power from the ruling to the opposition party through the ballot, and at this time when you say that most of the elections have been marred by irregularities, do you still believe in a change of power in Chad and in Central Africa through election? Quand vous dites Central Africa Republic, ou bien vous non, dites en Afrique centrale, sous-région. Géographique dans la sous-région, non, j'y crois parfaitement, j'y crois profondément. On ne peut pas truquer les élections indéfiniment. Il arrivera toujours une période où ça va s'arrêter. Vous savez, quand je vous regarde, je sais que vous êtes jeunes. Des jeunes de votre génération ne sont plus prompts à accepter un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que les pouvoirs en place ici, quand je dis ici au Tchad ou ailleurs en Afrique centrale ou ailleurs en Afrique, fassent attention. Regardez tous ces événements que nous vivons. Vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal il y a quelques mois. Les jeunes étaient prêts à casser tout. J'étais ici en 2008, en février 2008, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous étiez peut-être trop jeune encore. On a connu à Douala une situation pré-insurrectionnelle, où pendant 3 jours, les jeunes ont bloqué, en tout cas tout le monde, le centre de la ville. Ils l'ont fait, ils ont réussi. Bon, après, on a repris tout cela en main. Mais dans tous nos pays, on connaît absolument la même situation. Et vous avez vu le nombre de bacheliers au Cameroun cette année? Il y en a combien? Ils sont des milliers. Pas des milliers, des dizaines de milliers. Je crois qu'il y avait plus de 200 000 candidats. C'est des dizaines de milliers. Vous croyez que chaque année, vous allez injecter à l'université des milliers, des dizaines de milliers de jeunes qui, au bout de 3, 4, 5 ans, vont sortir diplômés, des dizaines de milliers chaque année?
Vous pensez que ça peut se faire comme ça, sans conséquence? Non. Vous avez accepté de mettre en place un système où l'enseignement supérieur est devenu aujourd'hui le producteur de diplômés sans emploi. Vous croyez que les jeunes vont accepter ça indéfiniment? Non. Est-ce que c'est une réalité que vous vivez au Tchad? J'ai mes enfants en chômage. Donc c'est une réalité. Est-ce que les politiques publiques mises en place sous le régime de Idriss Déby Itno ont permis de juguler ces problèmes que vous posez? Non, absolument pas. Absolument pas, parce que là où le bas blesse, on aura peut-être d'autres occasions pour revenir sur certains sujets. Là où le bas blesse, de mon point de vue, c'est cette incapacité de tous nos pouvoirs. Donc, quelque part, j'en fais aussi partie, ou disons, de toutes ces générations qui sont succédées jusqu'ici, de cette incapacité de prendre nos problèmes en main, d'y réfléchir par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et de leur trouver nos propres solutions. Je ne le dis pas parce que je suis avec vous aujourd'hui en 2021. Il y a 15 ans, je l'avais déjà dit. J'ai alerté l'opinion sur l'inefficience de ce que nous faisons avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire, ainsi de suite. J'ai dit à l'époque déjà, c'est quoi tous ces projets qu'on nous amène? À la fin des projets, 3-5 ans, c'est des épaves d'ordinateurs ou de voitures, mais pas de développement. Quel est ce développement où, avec les organisations internationales, l'an 90, année de ceci, décade de cela, 10 ans après, 2010, c'est cela, la santé pour tous, et ainsi de suite. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ça a échoué? Pourquoi parce tous ces projets ont échoué? Parce que ça a échoué parce que nous ne nous sommes jamais pris en compte nous-mêmes. J'y crois profondément, pour régler nos problèmes. Je ne peux pas accepter indéfiniment que ce soit les clés et autres de la Banque mondiale, Fonds monétaire, qui viennent se balader d'un pays à un autre, qui régleront mes problèmes à moi, Tchadien ou Camerounais. Tant que nous-mêmes, on ne va pas s'asseoir pour nous assumer, accepter un passage difficile, qui peut être de 10, 20, 30 ans, c'est rien dans la vie d'un pays. Tant qu'on ne va pas accepter cela, tant qu'on ne va pas s'asseoir nous-mêmes pour réfléchir à nos problèmes par nous-mêmes et accepter de souffrir, et non pas de quémander tout le temps de l'argent qui nous vient d'ailleurs pour régler nos problèmes, argent que nous avons par ailleurs par dizaines, centaines de milliards, au détriment de notre pays et de notre développement, pendant que nos enfants attendent. Non, ils n'attendront pas. Are you just discovering, President? Are you just discovering this strategy now? Is it just were you aware of the fact that you can call the youth to take matters into their hands? Did you have this idea 10 years ago? If Je yes, vous ai dit qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je mettais en doute notre chemin de développement. Il y a 15 ans, sinon plus. Et je remonte plus loin encore pour vous dire que quand j'étais jeune journaliste, j'avais déjà ces idées-là. Ça ne pas aujourd'hui. Donc c'est une conviction ancienne. and you have been sending the calls to the people, why have they not been able to embrace it? Absolument. Absolument, je le fais. Pourquoi maintenant ça n'aboutit pas? Mais je pense que dans le cycle de ce qu'on peut appeler, dans le cycle de l'évolution, de la formation des mentalités, il y a une période de base avec la maturation et l'aboutissement. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de l'aboutissement. Mais à chaque fois, dans le cas du Tchad, à chaque fois qu'un président ou un homme fort, comme on les appelle souvent, est arrivé à la tête du pays au terme d'un coup d'État, il a fait des promesses de développement et d'amélioration des conditions de vie des populations. Pourquoi de telles promesses n'ont pas été tenues? Pensez-vous que c'est l'environnement politique international, la conjoncture internationale, comme le disent certains chefs d'État, ou alors c'est la gouvernance dans le pays? C'est tout cela. C'est tout cela parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des milliards que nous détournons. Lorsque nous sommes assis sur la manne de développement de notre pays, qui sont des pays riches, le Tchad est un pays riche, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, le Zaïre, ainsi de suite. Nous sommes des pays extrêmement riches. Et pourtant, les populations sont extrêmement pauvres. Et pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Mais c'est parce que nous avons des dirigeants qu'on ne mérite pas. C'est ça ce que les gens ne veulent pas reconnaître. Nous ne méritons pas nos dirigeants qui aujourd'hui donnent l'impression d'être plus au service de l'étranger que de leur propre pays. Quels sont les faits sur lesquels vous appuyez pour étayer? La mauvaise gouvernance, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous trouvez normal que dans un pays, on continue de détourner impunément 10, 5, 30, 40, 50 milliards impunément, ou qu'on fasse semblant d'y mettre fin alors qu'on n'y met pas fin sérieusement. Donc c'est pour ça que je pense
c'est peut-être un peu osé de le dire. Je crois qu'un jour, il y aura un réveil douloureux dans nos pays, puisque les dirigeants ne veulent pas prendre tout cela en compte, prendre le réel développement, prendre les problèmes de la jeunesse en compte réellement. Puisqu'ils ne veulent pas le faire, mais ils devront l'assumer à un moment donné. Lâcher un mot, la jeunesse. Et tout au long de cette émission, depuis que nous avons démarré, vous semblez fonder une certaine conviction en cette jeunesse-là qui, de votre point de vue, à un moment donné, devra prendre ses responsabilités. Absolument. Et moi, j'ai une question qui me préoccupe. En 2018, dans le cadre de l'élection, non, en 2021, dans le cadre de l'élection présidentielle au Tchad, un certain nombre de partis politiques, une quinzaine, se sont mis ensemble autour d'une coalition appelée Alliance Victoire. Et vous étiez membre de cette coalition. Au sein de cette coalition, il y a un candidat qui a été choisi, un jeune candidat, dit-on, qui était malheureusement ou heureusement un néophyte dans l'espace politique tchadien, mais il a été choisi par la coalition, mais un certain nombre de personnes parmi vous avaient contesté ce choix-là et vous avez décidé de quitter la coalition alors que certains estimaient que c'était une occasion justement pour faire basculer les choses, lui étant faisant preuve d'une certaine virginité dans l'espace politique et présentant un autre atout qui était celui de la jeunesse. Est-ce qu'au finish, il n'y a pas comme une sorte de contradiction dans le discours que vous tenez? Absolument pas, il n'y a absolument aucune contradiction. Je ne pense pas que pour conquérir le pouvoir, le seul critère, c'est la jeunesse ou la virginité, qu'il faut d'ailleurs qualifier. Non, je crois qu'il y a quand même quelques expériences qu'il faut pouvoir posséder ou démontrer. Vous l'avez vu dans d'autres pays non loin du Tchad, où des jeunes ont émergé comme ça du jour au lendemain, pensant pouvoir faire la lune ou inventer le fil à couper le beurre aux autres. Non, nous sommes aussi des Africains. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et la notion d'expérience, qui n'est pas forcément liée à un âge trop avancé, sont quand même des notions importantes chez nous. Je ne pense pas que dans nos pays africains, on puisse comme ça voir émerger du lot un certain Macron pour prendre le pouvoir. Nous ne sommes pas les mêmes pays. Nous ne sommes pas la même culture, nous n'avons pas le même développement, nous n'avons pas le même niveau de problème. Nos pays sont totalement différents des autres pays européens ou américains. Et d'ailleurs, aux États-Unis, le président actuel a 77 ans, je crois, le président a 75 ans. Et donc, souvent en Afrique, on veut valoriser la jeunesse vierge, entre guillemets, en cherchant à la faire aduler pour faire en sorte que cette étiquette-là puisse passer comme étant la solution au problème. Non, c'est pas... Il y a donc une démocratie avec des oripeaux africains. Non, absolument, c'est pas cela, c'est pas exactement ça. Là n'est pas le débat. Mais je pense qu'il faut tout simplement que les Africains, une fois encore, même en démocratie électorale, soient lucides. Prennent en compte la cosmogonie africaine, c'est ce que vous voulez dire. Il faut être lucide, tout simplement. Il faut être lucide. Il ne faut pas chercher à copier sur le modèle des autres pour venir plaquer sur ce que nous faisons. Est-ce que ce n'est pas ça justement qui amène ces tripatouillages qu'on observe parce qu'on estime qu'on ne peut pas appliquer la démocratie stricto sensu? Il faut qu'il y ajoute un certain nombre de choses qui sont liées à notre être, à notre façon d'être, de voir, et finalement ça dilue véritablement cette démocratie telle qu'elle doit être menée, et on se retrouve avec des situations comme celles que vivent nos pays africains aujourd'hui. Alors évidemment, ce débat-là, on va l'engager, on n'en finira pas. On n'en finira pas du tout. Les Chinois disent qu'ils font de la démocratie. Ils sont aujourd'hui à force de travail. Depuis 50, 60 ans, à force de travail, ils sont aujourd'hui la première puissance économique mondiale. Un exemple. And President, I have a question that goes in line with the question Duval just asked, a continuation. You see, you thought that the leader of that coalition within the elections, he was young. You have tried to explain how Africa is different from the context in France and Macron, different from the context in America. Now, back to your country, Chad, you could not support that candidate, but currently and recently, you gave your support to the Transitional Military Council, which is headed by a young person. Oui. It's contradictory, right? Il n'y a absolument pas de contradiction.
Je vais peut-être faire la citation, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est une valeur ou pas. Je n'en sais rien. Mais je me permets de vous dire que lorsque nous sommes entrés dans le processus, on n'a pas apporté notre soutien à un individu. Pas du tout. Et je le maintiens encore aujourd'hui. 2, nous n'avons pas apporté notre soutien à ce que d'aucuns appelleraient un coup d'État ou un pouvoir militaire. Et on me dit, mais alors, et qu'est-ce que vous faites dedans? Nous y sommes parce que nous sommes convaincus qu'il y a un processus nouveau au Tchad et qu'il ne faut pas rester au bord de la route pour voir le car ou le train passer, vous laisser dans la poussière. Que c'est à l'intérieur que ça se passe. Quand on l'a dit il y a 3 mois et demi, beaucoup de gens nous ont critiqué, on a tapé dessus, ça les traîtres, ainsi de suite, et je les vois un à un revenir sur notre théorie pour faire ce que nous sommes en train de faire. En d'autres termes, dans une situation comme celle du Tchad, avec ce changement majeur, profondément important, que nous avons connu avec la disparition du président Déby, je crois que l'essentiel pour nous, c'est d'être dans le processus que nous accompagnons. Il faut être dans le processus pour l'accompagner, pour essayer de l'encadrer, pour que ceux qui ont une certaine expérience, un certain savoir-faire et ce qu'ils pensent de leur pays puissent y venir pour qu'ensemble, on puisse avancer les choses. Il faut que un dialogue se tienne absolument, un dialogue inclusif, faisant appel à tous les Tchadiens, y compris aux politico-militaires, indispensable. Il faut que cette transition de 18 mois soit respectée, parce que on n'a pas besoin de plus pour organiser des élections transparentes. Nous avons un chronogramme qui nous permet de comprendre que si on se met effectivement au travail, on peut le faire. Parce que pour la première fois au Tchad, pour la première fois, je le dis bien, il faut avoir la force de conviction pour faire comprendre aux populations que nous sommes en train de travailler pour un nouveau Tchad. Et que les élections qui arriveront au bout du terme de 18 mois, aujourd'hui il en reste 15, qu'elles aient lieu et qu'elles aient lieu dans la transparence. C'est vraiment ce à quoi nous croyons le plus. Et je pense que nous pouvons jouer ce challenge-là. C'est possible. Avant d'analyser la situation actuelle du Tchad, qui vit une période de transition et d'incertitude, vous avez rencontré le président Idriss Déby Itno en 2018 en tant que chef de file de l'opposition. Vous avez discuté avec lui des enjeux du pays. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir la teneur de ces échanges et sa perception à lui du pouvoir, de la magistrature suprême et de sa volonté de rester à la tête de son pays? Est-ce que vous en avez parlé concrètement? On ne va pas rencontrer un président qu'on conteste pour engager ce débat-là. Qu'un chef de l'opposition prévu par la loi, c'est le cas du Tchad, ait la latitude de rencontrer le chef de l'exécutif, c'est aussi prévu dans la même loi au Tchad, c'est ce que j'ai fait. Ça a soulevé beaucoup de passion à l'époque. Parce que ça faisait 5 ou 6 ans que j'étais chef de l'opposition et qu'il n'y a pas eu ce dialogue, j'allais dire, légal. Et quand on a rompu cela pour revenir dans la légalité, beaucoup de gens ont imaginé tout ce qu'on peut imaginer dans des situations de ce genre. Mais je pense tout simplement que nous avons discuté, j'avais sur moi un mémo sur lequel nous avons discuté. On a été une deuxième fois avec d'autres amis de l'opposition le rencontrer encore sur des problèmes récurrents. Tout simplement, les problèmes de la démocratie, les problèmes de la transparence électorale, les problèmes des médias, les libertés de façon générale, ainsi de suite. Nous lui avons soumis cela, ce qu'on peut appeler un cahier de doléances. Mais ça a duré quoi? Ça a duré le temps de 2 rencontres. Après, lui-même, il a mis fin. Parce qu'il, peut-être que s'il n'y a pas trouvé son compte. Pour que, et je me permets maintenant de corriger ce que vous avez dit au début, il a monté une affaire pour me débarquer de mon poste de chef de l'opposition, qui était légalement le poste détenu par celui qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale en sortant des urnes. Et on a depuis pratiquement 2 ans, maintenant 1 an et demi, 2 ans, on m'a démis de ce poste-là, de cette position, qui par ailleurs ne me rapporte absolument rien du tout, mais dont je pense que cela prouve à dessein que dans nos pays, il y a la loi, et ce qui est à côté, comment on la foule aux pieds, et ainsi de suite. Mais pourtant, il y a eu des réformes constitutionnelles qui ont été menées avec la pression que vous avez exercée dans l'opposition
Comment expliquer cette attitude des dirigeants africains, notamment en Afrique centrale, particulièrement au Tchad, qui prennent des engagements, qui mènent des réformes, qui votent des lois, mais à l'application dans la réalité et dans le paysage politique, c'est une autre affaire. Comment expliquer cela? C'est vrai. Vous savez, les composantes d'un pouvoir forment un tout. Dans le cas précis du Tchad, que je connais parfaitement, en tout cas mieux que dans les autres pays, nous nous sommes battus en interne. Nous n'avons pas pris le fusil pour aller en brousse, comme je dis. Nous, on croit toujours dans la dévolution du pouvoir par les urnes. Et c'est un travail de longue haleine que nous sommes en train de mener. Ça fait 30 ans qu'on se bat pour ça. Mais 30 ans, c'est rien du tout. Il faut se battre pour cela. Comment se fait-il donc que dans ces pays-là, dans le nôtre en particulier, on puisse accepter de discuter avec l'opposition? C'est ce que nous avons fait en 2007, dans un dialogue déjà, en 2007 avec Déby, qui a accepté donc un certain nombre de réformes importantes, dont une CENI indépendante et paritaire pour organiser les élections, une loi sur l'opposition, un statut de l'opposition, une charte des partis politiques qui a fait quelques avancées. Et puis je pense que tout cela, quand on avance maintenant dans l'application, le pouvoir en place se rend compte que ça ne pourrait peut-être pas toujours très bien faire son affaire. Et c'est là où vous avez donc certains reculs, où on se permet de fouler certaines lois aux pieds, ainsi de suite, pour pouvoir se maintenir. Parce que, comme je dis, c'est un tout. Donc certains ingrédients, on les remet en place, on les repositionne pour, à la veille des élections, pouvoir faire passer la pilule d'une élection qui n'en est pas une. Il y a eu cette déclaration du défunt président Idriss Déby Itno qui dit qu'il était resté au pouvoir, non pas de son propre fait, mais à cause de la France, qui l'y a contraint de s'y maintenir pour des raisons stratégiques dans le Sahel et dans la sous-région Afrique centrale. Comment avez-vous réagi lorsqu'il a tenu de tels propos? J'ai réagi en son temps. Comme si vous ne savez pas, comme vous pouvez l'imaginer. C'est un débat dans lequel je ne vais pas entrer. Parce que dans notre culture africaine de façon générale, la culture sahélienne en particulier, la culture islamo-sahélienne surtout, on ne crache pas sur les morts. La page de Déby, elle est tournée. Nous, aujourd'hui, résolument, on prend cela en compte pour aller de l'avant. On ne va pas passer notre temps à expliquer, justifier, pleurnicher sur le passé, alors que c'est l'avenir qui est important. Mais cet avenir, pour l'appréhender, vous devez analyser les faits passés. Lorsque vous observez les attitudes du régime Déby Itno concernant les réformes constitutionnelles, les engagements à respecter les différents mandats présidentiels et les libertés et droits civiques et politiques des citoyens, pensez-vous aujourd'hui que vous êtes capable d'obtenir dans cette transition dirigée par son fils ces différents principes pour parvenir à des élections transparentes et crédibles? J'en suis profondément convaincu. Si tel n'était pas le cas, où je me mettais de côté en le combattant, ce que tout à l'heure j'ai trouvé improductif, je l'ai dit, ou je trouve une autre attitude plus constructive, plus convaincante, pour entrer dans le système et le faire avancer. Je suis convaincu que plus d'hommes de valeur et autres il y a au Tchad qui vont intégrer le système, plus nous pourrons impulser la machine et plus vite. Mais qu'est-ce qu'ils font de ces convictions? Vous parlez d'hommes de valeur, il y en a toujours au Tchad, il n'y a pas de génération spontanée. Qu'est-ce qui vous indique, qu'est-ce qu'ils font de ces convictions que demain pourrait être meilleur? Mais tout simplement... Est-ce que ce n'est pas un optimisme béat? Merci. Tout simplement parce que la pièce maîtresse de toute cette machine n'est plus. Tout simplement. Mais c'est son fils y est. Mais la machine reste. Ce n'est pas son père. Vous parlez d'une pièce maîtresse, mais... Ce n'est pas son père. La machine ne peut plus, lorsque le conducteur n'est pas là devant la machine, elle ne peut plus être conduite comme avant. Et ça, c'est fondamental. Il faut qu'on l'accepte. Le Tchad d'aujourd'hui ne peut pas être le Tchad de Déby père. C'est pas vrai. Le père, c'est le père, le fils, c'est le fils.
lui c'est lui, moi c'est moi. Comme oui, mais très souvent, il y a des atavismes congénitaux. Comment vous appelez ça? Oui, bien sûr. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, qui le démontre. Sans oublier, comment on appelle ça? Il y a un certain nombre d'éléments. Je vous comprends parfaitement. Je comprends votre résistance à accepter cela ou à en être convaincu. Non, mais c'est la résistance d'abord des Tchadiens. Vous les avez vus manifester dans les rues au lendemain de la mise en place de ce conseil militaire de transition. J'y étais dans la rue. Donc j'ai des convictions. Non, ce que je veux dire, c'est Est-ce qu'il y a des garanties pertinentes que vous avez obtenues de qui? De cette nouvelle transition Il n'y a militaire? Absolument aucune garantie certaine et pertinente en politique. Il n'y en a pas. La politique, c'est la somme, l'aboutissement de vos convictions et de votre combat. Votre capacité à convaincre l'autre d'aller dans telle ou telle direction. La politique, c'est ça. Il n'y a pas de garantie. Nous héritons d'un pouvoir de 30 ans. Déby, c'est quand même la 31e année. Vous croyez qu'en 30 ans, 31 ans, il n'a pas construit un système? Si. Il a construit un système. En face, regardons la réalité en face. Oui. Vous avez indiqué tout à l'heure, et vous avez souhaité ne pas revenir là-dessus, les rapports entre Déby, père, et la France sur la question, par exemple, de la sécurité dans la zone sahélienne. Et on a bien vu, au moment de la prise des fonctions de Déby fils, que la France était clairement, pour ne pas dire fortement, représentée. Ce n'est pas un signal qui devrait vous inquiéter. Qui devrait vous inquiéter? Aux obsèques de Déby, le président Macron était là. Oui. Donc c'est un signal. C'est un signal qu'il faut comprendre. Il faut le comprendre de mon point de vue de façon dynamique. Et voir donc comment est-ce que... et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment le problème de nos intérêts. Quels sont nos intérêts? Quels sont vos intérêts? Quels sont leurs intérêts? La politique, c'est ça. Les Africains y mettent beaucoup de sentiments, comme dans tout ce que nous faisons. C'est ça, notre grave erreur, c'est celle-là. On oublie que les intérêts, la politique, c'est d'abord les intérêts. C'est la défense des intérêts. Les Européens, les Américains, les Asiatiques, tout le monde défend ses intérêts. Il n'y en a pas un aujourd'hui qui va venir pour vos beaux yeux vous accompagner comme ça parce que, non, les gens viennent vous accompagner parce que leurs intérêts commandent qu'ils viennent vous accompagner. Si aujourd'hui la France ou les Européens et autres trouvent que leurs intérêts, c'est de venir accompagner le système tchadien pour le renforcer, ok. Et quel est l'intérêt libre aux Tchadiens maintenant? Je ne sais pas, vous allez leur demander quels sont leurs intérêts. C'est pas quel est l'intérêt des Tchadiens justement dans ce conseil militaire de transition? Vous avez choisi de travailler avec le CMT. Oui. Il y a des cadres qui sont au sein de ce gouvernement. Je n'ai pas choisi de travailler avec le CMT, non, une fois encore. Je n'ai pas choisi de travailler avec l'enfant de Déby, non, une fois encore. J'ai choisi, mon parti a choisi d'autres partis politiques, d'autres personnalités, et la liste s'allonge. On compris que l'enjeu, aujourd'hui, il est d'être dans le système et non pas en dehors, pour accompagner le processus et le faire aboutir. C'est à ça que je voulais vous amener tout à l'heure, pour comprendre que nous savons qu'il y a des résistances, hein? C'est normal. Au Cameroun, ça fait quoi? Plus de 40 ans. Au Gabon, c'est plus de 50 d'années. Au Congo, c'est une 40 d'années, ainsi de suite. Vous croyez que ceux qui sont les tenants de ce système-là vont, du jour au lendemain, comme ça, se mettre de côté et vous laisser faire? Parce que si vous voulez apporter des réformes profondes, où certaines plumes vont être enlevées, non. Nous sommes conscients de cela. Et nous le vivons au Tchad. Où aujourd'hui, vous prenez le cas du MPS, le parti au pouvoir, le parti de Déby, qui aujourd'hui se bat comme un beau diable pour s'arrimer au pouvoir militaire et pouvoir exister. Yes. Et c'est cela l'un des enjeux. That's a very good point about the Patriotic Salvation Movement, the party of the late President Idriss Déby Itno, wherein within the last appointment, the most recent appointments of the Transitional Military Council, we saw that most of the persons that were appointed on some strategic ministries are members and former supporters of the late president. Absolutely. And of course, they are still there and have succeeded. One will say that politically, they have succeeded to entice the Transitional Military Council to appoint them on strategic ministerial positions. Your party, for example, has one ministry. One of your key officials has been appointed as minister in this council, just one. And most of the strategic ministerial positions are occupied by the party that you have been fighting for years to overturn. How is it going to be possible for you to convince them
Mais je comprends, vous répétez pratiquement la même chose. C'est ce que j'ai expliqué en disant que 30 ans d'un système politique ne se démantèle pas en 30 jours. C'est la lutte. C'est une lutte lucide, une lutte engagée, une lutte dans laquelle vous avez vos convictions profondes pour faire avancer les choses. Est-ce qu'avec ce changement qu'on observe aujourd'hui, qu'on a bien noté, est-ce que le parti au pouvoir de l'époque, le parti de Déby, est aujourd'hui capable de se remettre en selle pour repartir encore à l'assaut? Il va peut-être tenter de le faire, mais je ne pense pas qu'il ait les mêmes forces qu'avant. Non, parce que tout le problème de tous ces partis qui ont vieilli au pouvoir, c'est qu'ils ont non pas des militants. C'est des partis attrape-tout. But they have the capacity to convince. One will say that they are still coming on very strong, because if they are able to convince the head of the Transitional Military Council to appoint most of their supporters in the ministries, it means that they still have the capacity to convince, to change decision in Chad. Mais c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Et je sais que ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce que nous avons un ou deux portefeuilles strapontins dans le gouvernement que nous pouvons dire qu'on s'en contente. Non, c'est rien du tout. Le plus important se déroule dans les ministères, dans les administrations. C'est là où il faut que, le petit dosage puisse être fait. On se bat pour cela, pour que nos militants, ceux de l'ancienne opposition, aient aussi des convictions qui soient prises en compte. Mais si essentiellement c'est l'ancien parti au pouvoir, c'est l'ancienne majorité qui doit encore aujourd'hui convaincre les autres de faire du neuf avec du vieux, ou de convaincre les autres de faire le surplace encore pour ne pas avancer trop vite, je pense qu'on aura raté le train de l'histoire. On travaille pour nous-mêmes individuellement, ou bien on travaille pour notre pays. C'est ça la question qui est profonde. Si nous disons que nous travaillons pour notre pays, il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de manifestations, il y a un certain nombre de dispositions prises par l'administration, par le gouvernement, qui ne peuvent plus aujourd'hui refléter un passé encore récent. Mais si on veut s'accrocher à ça, c'est qu'on n'avancera pas. Parce que Déby père n'a gagné aucune élection. Ça, je peux vous le dire. Et ce ne sont pas donc ses représentants, ou ces, je ne sais pas comment ne pas envoyer un terme méchant de ces gens aujourd'hui, qui pourraient le faire. Ce n'est pas vrai, il faut se désillusionner. Nous connaissons la réalité politique du pays, nous connaissons toutes les composantes sociologiques du pays, et quelles sont aujourd'hui les attentes du peuple tchadien. Nous sommes un certain nombre de Tchadiens à les connaître. Justement. Et vouloir s'arrimer à ce pouvoir pour le maintenir toujours dans le passé n'aboutira absolument à rien du tout. Alors, 5 mois après l'arrivée de cette transition, quel est l'état d'esprit des Tchadiens, Saleh Kebzabo? Mais je crois que les Tchadiens observent. Ils ont observé les premières semaines. Ils sont en train toujours d'observer comment est-ce que l'échiquier politique est en train de se remettre en place. Ils sont en train d'observer comment est-ce que le pouvoir militaire actuel gère le pays en termes de nomination et autres, parce que je vous rappelle ce que je disais à certains responsables il n'y a pas longtemps encore, que, vous savez, on est en Afrique, hein. Le terme développement, là, parfois, c'est pas la route, l'hôpital ou quoi. C'est mon enfant Cédric qui est nommé dans le village là-bas, là, les gens entendent, ils sont contents. Et donc, nos pouvoirs africains ont ces manettes-là, par les nominations, de pouvoir indiquer, de pouvoir les utiliser comme indicateurs de direction pour voir dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire, avec quels moyens, avec quels hommes. Si là-dessus, on ne prend pas garde, on va rater le coche. Sur la question du comité d'organisation, dont vous êtes vice-président du dialogue national inclusif, est-ce que vous croyez, depuis que vous y travaillez, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez des coudées franches pour peser sur un certain nombre de choses? Est-ce que vous avez la conviction en observant l'évolution de la situation que vous êtes sur le chemin? Je vais pas vous dire ce que moi j'ai la capacité de faire. Je vais vous donner des images tout simplement. Vous avez aujourd'hui le ministre d'État de la réconciliation et du dialogue qui est statutairement, je vais dire légalement, le président du comité. C'est une personnalité très connue. Achek, un ancien étudiant, un ancien, qui n'a pas
qui n'a pas particulièrement les plumes de l'ancien pouvoir sur les épaules. Je ne crois pas. Et c'est quelqu'un qui aime profondément son pays, comme beaucoup d'autres, me le direz-vous. Mais c'est quelqu'un qui a toujours fait preuve d'une certaine indépendance intellectuelle vis-à-vis de tous les systèmes depuis 30-40 ans. C'est lui qui en est le président effectif. Je suis son premier vice-président. Je ne vais pas me qualifier. Mais vous avez deux autres vice-présidents. Vous avez des rapporteurs. Vous avez ensuite maintenant une cinquantaine ou une soixantaine de membres issus d'horizons divers, à qui on n'a pas demandé de présenter une étiquette quelconque de docilité ou d'appartenance ou d'approche avec le pouvoir militaire pour les mettre dans ce comité. Je crois que ce comité, il est indépendant. Il est indépendant. Si tel n'est pas le cas, nous n'y serons pas. Saleh Kebsabo, quelle est votre vision de ce dialogue politique? Comment doit-il se décliner concrètement et quels devraient être les acteurs et les parties prenantes pour vous? Je voudrais d'abord préciser une chose. Le dialogue que nous allons avoir est un dialogue que nous autres, de l'ancienne opposition, si vous nous appelez comme ça, réclamions depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, une quinzaine d'années, chaque fois qu'on allait buter à des élections qui sont mauvaises, tripatouillées, où on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire, nous réclamons un dialogue pour remettre la machine en place. Le petit dialogue, qu'il faut l'appeler ainsi, était celui de 2007, quand on était bloqué politiquement, ils ont accepté d'aller au dialogue avec l'opposition. Cette expérience-là a été riche, elle a été bonne. Mais malheureusement, on a arrêté la machine, on est passé à autre chose et le pays est retombé encore dans le chaos. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un Tchadien qui ne souhaite pas le dialogue. Vous me direz, il y a dialogue et dialogue. Ok. Mais le dialogue que les Tchadiens appellent de leur vœu, c'est un dialogue au cours duquel tout le monde va se retrouver, où il n'y aura absolument aucune exclusion. Il faut que tous les Tchadiens, de l'intérieur, toutes catégories socio-professionnelles entendues, y soient représentés. De l'extérieur, il faut que ce qu'on appelle la diaspora, quelle que soit leur importance, en Afrique, en Europe, en Amérique et autres, y envoient des représentants. Il faut, et surtout, que ce qu'on appelle les politico-militaires y soient présents. Tous les Tchadiens croient absolument dans ce dialogue qui est une opportunité, j'allais dire, unique de régler nos problèmes. Parce que la pièce maîtresse de tous les enjeux n'est plus là. Aujourd'hui, je récuse le terme d'opposition. On est opposé à qui? Il n'y a pas d'opposition au Tchad. Je récuse le terme majorité. Majorité à qui? À personne. Il n'y a pas de majorité. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où l'échiquier politique est en train de bouger. Où je pense que tout est en souterrain certainement, en train de bouger en attendant le dialogue. Le dialogue va être le plus grand indicateur de tout ce qu'on est en train de faire. La fin du dialogue, lorsque maintenant les cartes seront redistribuées, toutes les lois auront été adoptées par le dialogue pour être mises en œuvre par un référendum pour une nouvelle constitution, et ainsi de suite. Lorsque tout cela sera mis en place, venez au Tchad. Mais vous verrez comment ça va bouillonner. Ça fallait, Kebsabo, pour vous, quels doivent être les principaux sujets qui pourraient être abordés durant ce dialogue, pour vous, les sujets prioritaires pour sortir le Tchad de ce cycle de dictature et de rébellion? Les sujets prioritaires doivent être quoi? Les préoccupations devraient être lesquelles? Il y en a plusieurs. L'une des priorités, c'est l'unité nationale. L'unité nationale, le vivre ensemble, qui a été sérieusement galvaudé, malmené ces dernières années. C'est un aspect très important. Il faut que les Tchadiens réapprennent à être des Tchadiens, à fraterniser, à se rassembler, à s'aimer pour être dans un pays qui n'aura plus de coloration, de sonorité quelconque négative. Ça, c'est quelque chose de très important parce que dans un pays, s'il n'y a pas ce rassemblement-là de toutes les énergies socio-culturelles du pays, vous ne ferez pas un pas. Alors, quand vous avez donc adopté ce principe-là, il faudra que vous acceptiez la démocratie. Doit-on la redéfinir? Doit-on revoir ses contours? Sous quelle forme doit-on y aller? Avec quels moyens? Ça, c'est le deuxième aspect le plus important, c'est-à-dire le respect des libertés, le respect des individus. Ça, c'est excessivement important. Il faut qu'on accepte que nous allons mettre en place des mécanismes
devant nous permettre d'aller à des élections transparentes. Mais je crois que quand on a fait ça, on a fait pratiquement l'essentiel. La transition n'est pas faite là pour de grandes ambitions, avec de grandes idées, de grands développements. Non. La transition, elle est faite pour baliser tout cela, maintenir l'État en état, comme j'ai dit, que la République puisse, au bout du terme, toujours exister et éviter donc tous les dérapages que nous avons connus jusqu'ici. Alors, pour revenir un peu sur le modus operandi de ce dialogue-là et surtout ce qu'on va en faire, parce que c'est ça aussi qui est important. Vous savez, vous êtes au Cameroun et quand vous parlez du dialogue national inclusif, cela parle aux Camerounais qui certainement commencent à faire des sortes de comparaisons avec ce qu'on appelait ici le grand dialogue national. Et la question que je voudrais poser, c'est de savoir comment vous comptez mener ce dialogue-là et qu'est-ce que vous comptez faire des décisions qui seront prises. Vous savez que sur le cas du grand dialogue national au Cameroun, il y a eu au moins 2 problèmes. Le premier problème qui a été posé, c'est celui du casting, où les gens estimaient à un moment donné qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire partie de ce dialogue national. Il y a des gens qui ont été exclus, qu'on a présenté par exemple comme étant des sessionnistes avec qui on ne peut pas discuter. Donc il y a un problème de casting. Un deuxième problème s'est posé au niveau de ce qu'il fallait faire des recommandations ou des résolutions. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont estimé qu'ils ont fait des recommandations à la fin du dialogue. Certains ont estimé que ça devait être des résolutions qui devaient être traduites en loi et qui devaient rentrer dans le corpus juridique national. Est-ce que ce sont des précautions auxquelles vous pensez, vous, dans ce comité d'organisation du dialogue national inclusif au Tchad? Je ne sais pas si le dialogue ou le grand dialogue du Cameroun va être pour nous un exemple. Il faudra dans ce cas qu'il y ait un casting vraiment assez profond pour qu'on le comprenne. Là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que chaque pays ait ses propres réalités. Au Tchad, nous avons nos réalités. Nous savons ce que ça nous coûterait d'avoir un mauvais casting du dialogue. Nous savons ce que ça peut nous coûter d'aller à un dialogue qui uniquement pour avoir des recommandations. Non. Les recommandations du dialogue seront des résolutions aussi, qui ne s'adressent pas au pouvoir en place. C'est là la différence avec ce que vous êtes en train de dire pour faire la comparaison avec le Cameroun. Nous n'allons pas à un dialogue qui conteste un pouvoir, un régime. Non, pas du tout. Nous allons à un dialogue dépouillé vraiment d'un certain nombre de considérations politiciennes de base absolue. Nous allons à un dialogue pour remettre notre pays sur les rails, parce que tous les Tchadiens veulent le faire. Et ça, c'est quand même important. Parce qu'au bout du compte, moins d'1 an après la fin du dialogue, qui aura certainement lieu en décembre, vers le mois de septembre, octobre, mais peut-être pour des raisons techniques, il faudra avancer de 1-2 mois pour aller vers le mois de décembre. Donc, pour que 12 mois après, on ait à des élections. C'est important. À des élections vraiment transparentes. C'est ça le désir de tout le monde. Et donc, nous n'allons pas avoir un cahier de doléances ou un cahier de résolution absolu que l'actuel gouvernement sera tenu de mettre en œuvre. Non, non, non. Le cahier de doléances, là, il est très léger. Il est ce que je vous ai dit. Il faut qu'on aille à des élections transparentes et que le pouvoir issu des prochaines élections présidentielles législatives prenne le pays en main. Saleh Kebzabo, est-ce que ces défis sécuritaires auxquels votre pays est confronté pourraient justifier une prorogation du mandat de ce Conseil militaire de transition et un éventuel renvoi de ces élections législatives et présidentielles? Là, vous nous donnez l'opportunité de revenir sur les priorités du dialogue. Tout à fait. Je n'ai pas parlé de la paix et de la sécurité tout à l'heure, qui sont au Tchad, comme dans d'autres pays, qui sont des termes vraiment incontournables. Parce que vous ne pourrez pas, quelle que soit la qualité du dialogue que vous allez faire, si vous n'avez pas résolu ou si vous n'avez pas maintenu la situation de paix et de sécurité en l'état, tout ce que vous avez fait ne servira absolument à rien du tout. Et donc, nous sommes conscients, entre nous Tchadiens, que les mots paix et sécurité ont un sens. Je vous ai dit tout à l'heure, vers le début de l'émission, que notre pays a été plombé par 50 années de rébellion. 50 ans de rébellion que nous vivons tous les jours, dont le déroulé ont pesé sur notre développement économique, social, culturel, dans tous les sens. Il faut que ça prenne fin. Et donc, ces notions de sécurité, de paix que vous évoquez sont pour nous essentielles. Et nous pensons que ces notions-là, après le dialogue, même en allant au dialogue déjà,
seront totalement galvaudés pour ne plus être des éléments de destruction de notre pays. Parce qu'il faudrait que tous les principaux acteurs politico-militaires, comme on les appelle au Tchad, participent justement au dialogue. Et sur ce point, sur leur participation, est-ce que vous êtes tous d'accord sur la participation de ces politico-militaires? On sait qu'il y a une polémique, une controverse autour de la participation de l'un des groupes rebelles armés, le FAT, qui a avancé avec plusieurs colonnes il y a quelques mois, menaçant même de marcher sur N'Djamena, juste avant le décès dans des conditions encore à définir du président Idriss Déby Itno. Et l'on voit le débat que ça suscite dans le sérail tchadien. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur cette participation effective des groupes rebelles tchadiens durant ce dialogue inclusif? C'est le vœu de tous les Tchadiens. C'est un point sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est que le dialogue soit ouvert aux politico-militaires. Ça, personne ne peut dire le contraire. Le FACT lui-même, je vais vous le rappeler, dès le mois de mai déjà, après ce qu'on peut appeler un premier échec de leur assaut sur N'Djamena, ils avaient tendu la main en demandant un cessez-le-feu et des négociations. Puis ensuite, le FACT fait aujourd'hui partie des groupes militaires, des groupes politico-militaires les plus actifs et qui appellent aussi au dialogue. Un groupe spécial, je crois, a été constitué pour gérer cet aspect de la participation des politico-militaires au dialogue. Donc ça veut dire que nous acceptons que ce soit un élément qui ne soit pas le même que celui des autres. Et donc on va tenir compte de leurs conditions particulières. L'essentiel étant qu'ils viennent au dialogue. Et ils vont venir au dialogue. Il y a un pan important dans le cadre d'un dialogue inclusif, c'est la justice pour toutes les victimes des affres de ces multiples rébellions ou guerres et victimes de ces régimes dictatoriaux. Est-ce que c'est un point sur lequel vous accordez de l'importance dans vos travaux? C'est un point très important. Mais je ne pense pas que ça puisse être un point d'achoppement qui fasse qu'on se cristallise dessus et qu'on n'aille pas à l'essentiel. Tous les Tchadiens ont été victimes de toutes les affres, de tout ce que vous voulez, pendant ces 30-50 dernières années. Et donc, ce n'est pas en un dialogue d'un mois que cette question-là peut être tranchée. Je crois que dans l'évolution d'un pays, il y a des choses qui sont importantes, qu'il ne faut pas occulter, et sur lesquelles non plus il ne faut pas s'arrêter indéfiniment. Il faut aller à l'essentiel. Toutes ces questions-là ne peuvent pas être résolues en une fois. D'abord pas au terme d'un dialogue, et encore moins au terme d'une transition qui va durer peut-être 12 mois après le dialogue. Mais c'est des choses qui vont revenir. Il faut que le dialogue donne des orientations sur des questions aussi importantes et sociales qui devraient pouvoir, comme elles concernent beaucoup de gens, il faut que les bases de cela soient dites dès maintenant pour que les gouvernements à venir puissent avoir la base sur laquelle ils vont travailler. Vous insistez sur le processus électoral au terme de ce dialogue national inclusif au Tchad. Quelles sont les balises qu'il faudrait poser pour garantir la transparence, la crédibilité et une grande participation des Tchadiens à ces différents processus électoraux? Vous avez dit la grande participation. C'est ça le mot déjà. Il faut que les Tchadiens eux-mêmes soient mobilisés pour que ce qu'ils veulent de leur pays le soit par eux. Ça, c'est la première condition. Évidemment, le Tchad n'est pas seul dans le monde. Le Tchad n'est pas seul en Afrique. Il faut donc que toutes les organisations internationales, les partenaires, comme on les appelle, puissent s'impliquer effectivement dans le déroulé de ce dialogue pour qu'il devienne demain une réalité. Et il y a, évidemment, on ne peut pas adopter résolutions et recommandations, plier bagages et partir. Non. Quelles sont les conditions de mise en œuvre de tout cela? Il faudra sans doute, ça je le présume comme ça, en tout cas je dis comment je pense, il faudra sans doute qu'il y ait un comité de suivi, un comité qui veille à tout cela, un comité qui comprendra aussi bien les Tchadiens que des étrangers, pour que de temps en temps on se retourne pour dire au gouvernement attention, tel point là, si vous ne faites pas, ça risque de craquer, et qu'on puisse dérouler les 12 mois et arriver à des élections. On l'a vu dans d'autres pays africains, des conseils, des transitions qui sont allés au-delà des mandats initiaux, invoquant l'insuffisance
des moyens financiers pour organiser des élections, invoquant les défis sécuritaires. Est-ce que vous redoutez un tel scénario au Tchad? Est-ce que vous prenez cela en compte, que cette transition pourrait aller au-delà des 18 mois qui ont été au préalable fixés? Je m'inscris en faux contre cette assertion qui veut qu'on aille au-delà de 18 mois. Je l'ai dit depuis le début. On a assez de temps pour y aller. Il n'y a pas d'argent. Le chef de l'État actuel, il y a déjà 3 mois, je crois, ou 2 mois, dans une interview dans un journal panafricain, a bien dit que le Tchad n'avait pas les moyens d'organiser les élections à la fin de la transition. Et vous comptez donc prendre cet argent où, si vous n'avez pas de moyens? Mais aujourd'hui, est-ce qu'on le prend quand on va aux élections? Habituellement, là, on le prend où? On va le prendre auprès des partenaires. Il y a beaucoup de, vous savez, il y a beaucoup de partenaires du Tchad, des partenaires au développement, qui sont soucieux de l'avenir du Tchad et qui veulent quand même que cette transition-là, elle se déroule dans les termes de 18 mois, et n'est pas plus. Et lorsque 16 mois avant l'échéance, vous dites « j'ai pas d'argent pour le faire », ben, ça veut dire que vous êtes de bonne foi. Vous avez prévenu 16 mois avant qu'il n'y a pas d'argent, et donc la communauté internationale doit maintenant, et je sais qu'elle est en train de le faire, se mettre en branle pour faire en sorte qu'on vienne, qu'elle vienne, la communauté, soutenir d'abord le dialogue, puisque ce qui est le passage obligé le plus important, et 2, voir donc quel est le chronogramme adapté par le dialogue pour les différentes étapes qui seront actées afin d'arriver aux élections. Je crois que la communauté internationale, de ce que je sais en tout cas, est en train de se mobiliser pour assister le Tchad, apporter ce qu'il peut. C'est finalement, on va se retrouver dans une figure de la quadrature du cercle. C'est vous qui avez indiqué tout à l'heure qu'il faut essayer le plus possible de rester autonome, indépendant. Maintenant, si vous sollicitez les partenaires étrangers, les partenaires au développement, vous connaissez l'adage, qui paye décide. Comment êtes-vous sûr, rassuré que ces partenaires au développement, qui ont certainement des enjeux, des intérêts dans l'espace politique tchadien, joueront le jeu de façon impartiale? Parce que je crois que c'est dans l'intérêt de chacun de jouer le jeu et de faire en sorte qu'on sorte de cette trappe actuelle. Ça paraît naïf comme raisonnement. Pas du tout. Je ne suis pas en train de me contredire par rapport à ce que j'ai dit il y a une trentaine de minutes, mais pas du tout. Je pense qu'on est dans un monde d'interdépendance. Il faut que les futurs leaders... Malheureusement, les forces ne sont pas égales. Ça, je crois que c'est peu que de le dire. mais je pense que les futurs dirigeants tchadiens auront la carapace nécessaire pour pouvoir résister à un certain nombre de convoitises dans lesquelles on peut les entraîner sans que le pays en tire le meilleur avantage. Mais cela étant, je ne suis pas dupe ni naïf pour vous dire que le Tchad occupe aujourd'hui une position essentielle dans le dispositif de lutte contre le djihadisme ou le terrorisme. C'est extrêmement important de le rappeler. Et feu président Déby a beaucoup joué sur cette manette-là, évidemment. On n'a pas besoin de description pour le rappeler. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le Tchad, il est là, il est au centre de tout cela. À l'est, c'est le Soudan. Au sud, c'est la Centrafrique. Au nord, c'est la Libye, avec tout ce que vous pouvez comprendre. À l'est, c'est le Cameroun, le lac Tchad, le Nigeria, le Niger. Plus loin, où nous avons des troupes, 1400-1500 hommes au Mali. Là, aux 3 frontières, 1200, qu'on voudrait couper de moitié maintenant pour amener à 600, aux 3 frontières Mali, Burkina, Niger. Donc, le Tchad est au cœur de tout cela. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il faut qu'on le sache. Du point de vue de la géostratégie sous-régionale, en tout cas concernant la région du Sahel, le Tchad joue un rôle essentiel, primordial. Un rôle vraiment décisif. Les dirigeants du Tchad qui vont venir et qui vont oublier cela auront fait preuve d'une naïveté ou d'une incapacité d'analyse pour le comprendre. Je ne pense pas qu'il y en ait. Saleh Kebzabo, un autre enjeu, c'est économique. Le Tchad fait face à une crise comme tous les autres pays d'Afrique centrale depuis 2016. Vous vous souvenez de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui s'est déroulé au Palais de l'Unité à Yaoundé, où la dimension d'évaluation de la monnaie a été écartée et d'importantes réformes ont été préconisées. Des programmes ont été conçus, élaborés entre le FMI
les différents pays de la CEMAC. L'on constate qu'avec les effets de la crise sanitaire, la situation est loin de s'améliorer. Comment juguler ces différentes problématiques sur le plan économique pour le Tchad, l'un des pays les plus pauvres du continent, et sur les défis sécuritaires et l'organisation des élections, tout cela en 18 mois. Juste en passant, pour dire que le Tchad n'est pas l'un des pays les plus pauvres du continent, ce n'est pas vrai. Je l'avais dit au début, que nous sommes un pays très riche. Nous sommes tous des pays riches, en Afrique centrale en particulier. Mais ce que je voudrais dire là nous ramène en partie à ce que j'ai dit précédemment. Vous savez, la Covid-19 a bon dos. Tout le monde se tourne là, oui, Covid-19 par-ci, Covid-19 par-là, pour justifier nos manquements ou nos faiblesses. Je ne suis pas d'accord. Quelle que soit la gravité de ce que cette pandémie peut causer comme désastre à nos économies, je reviens donc à ce que j'ai dit. Il faut que nous soyons capables de nous battre pour surmonter ces difficultés-là. Et nous avons les moyens intrinsèques d'y arriver. On ne peut pas uniquement compter sur l'extérieur. Que le FMI et autres apportent leurs solutions, c'est une chose. Mais il faut que nous aussi, on soit en mesure d'apporter les nôtres. Et en particulier, quand est-ce que nous allons être en mesure d'opposer aux autres des solutions en interne que nous prenons et que nous exécutons? La bonne gouvernance. C'est ça le mot-clé. Quand est-ce que nous allons enfin adopter la bonne gouvernance? Mais si on doit continuer dans les mêmes déperditions que nous vivons, que nous avons vécues, que nous vivons depuis des dizaines d'années, mais on ne s'en sortira jamais. Ça nous ramène à ce que j'ai dit au début. Pensez-vous que ce dialogue inclusif que vous comptez organiser est le passage obligé pour les pays d'Afrique centrale pour sortir de cette malgouvernance décriée depuis de nombreuses années au sein de la sous-région, notamment dans la zone CEMAC? Mais je ne sais pas. Les différents pays de la CEMAC ont aussi besoin de ces rencontres, de ces discussions entre les différents fils et filles des différents pays respectifs. Chaque pays va rouler à son propre rythme. Les Tchadiens pensent qu'ils sont arrivés à une situation où seul un dialogue national inclusif peut régler leurs problèmes. Est-ce que c'est la même situation? Est-ce que c'est les mêmes conclusions dans les autres pays de la CEMAC? Je n'en sais rien, je n'en sais pas grand-chose, ou bien plus précisément, je ne souhaiterais peut-être pas donner mon opinion là-dessus. Est-ce que vous serez candidat à cette élection présidentielle au terme de ce dialogue inclusif? Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait attendre la fin du dialogue. Les cartes politiques seront rebattues. Et à partir de ce moment-là, vous verrez beaucoup de choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous le redis, s'agissant de ma propre personne, qui n'est absolument rien du tout dans l'échiquier actuel. Attendons la fin de ce dialogue, les nouvelles règles qui vont être mises en jeu pour repartir dans un nouvel élan pour un nouveau pays. Attendons cela. Ne soyons pas pressés. Pardon? Posons peut-être la question autrement. Oui. Est-ce que vous ne serez pas candidat? À quoi? À l'élection présidentielle. Ah, parce qu'il y a plusieurs élections à venir. Non, en fait, puisque beaucoup estiment que lorsque vous avez joué un rôle de premier plan, comme c'est le cas en ce moment, par exemple, dans ce comité d'organisation du dialogue inclusif, et qui est, on va dire ça comme un élément important pour la mise en place d'un nouveau Tchad, il serait de bon ton et judicieux faire, peut-être pour vous, de ne pas y participer et de laisser peut-être d'autres acteurs, peut-être plus jeunes, vous avez parlé de la jeunesse tout à l'heure, prendre les rênes. Non, le problème ne se pose pas en ces termes-là. Je n'ai pas accepté d'être aujourd'hui au comité d'organisation du dialogue pour rouler pour ma propre gouverne. Ma personne en tant que telle, elle est pour le moment mise parfaitement de côté. Et j'ai la capacité de fonctionner, comme je le dis toujours, selon le système des tiroirs. Là, vous ouvrez le tiroir dialogue, j'y suis. Vous allez ouvrir le tiroir, vous ouvrez celui de la fin du dialogue, dans des élections présidentielles, refermez-le parce que je ne suis pas. Actuellement, nous avons d'autres soucis. Nous avons le souci de faire en sorte que notre pays, à la fin du dialogue, soit en mesure d'organiser des élections transparentes. Nous avons le temps d'en parler ou d'en reparler dans 4 mois, dans 5 mois. Venez au Tchad vivre l'ambiance de la fin du dialogue et vous comprendrez que quelqu'un, un homme politique avisé, ne peut pas aujourd'hui s'asseoir et dire bon, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je... Non.
Les Tchadiens ont manifesté juste après l'arrivée de la transition militaire contre ce qu'ils ont appelé une transmission dynastique du pouvoir. On a vu un allié stratégique du Tchad, la France, à travers son président Emmanuel Macron, s'y opposer fermement. Le président en exercice de l'Union africaine, lui aussi, a réitéré l'attachement de l'Union africaine à la constitution du Tchad. Au moment où vous vous engagez sur la voie du dialogue inclusif, est-ce que vous serez contre une candidature du président de la transition? Est-ce que vous allez placer des garde-fous pour éviter, puisque la constitution a été mise entre parenthèses, pour que cette transition militaire se mette en place? Est-ce que vous allez être contre ou favorable à une candidature éventuelle du général Mahamat Idriss Déby Itno? Mais je crois que c'est prématuré d'en parler. Toutes ces questions vont être gérées par le dialogue. Si on se réfère à la jurisprudence en la matière dans d'autres pays qui ont vécu aussi la transition, c'était des règles qu'on peut rappeler. Tous les acteurs de la transition, tous les acteurs majeurs de la transition ne participent pas aux futures compétitions électorales. Est-ce qu'au Tchad, le dialogue à venir va réitérer cette position ou pas? C'est au dialogue d'en décider, ce n'est pas à moi. Saleh Kebzabo, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des Tchadiens, à l'endroit de cette communauté économique et monétaire d'Afrique centrale qui fait face à d'importants défis d'intégration régionale, de défis sécuritaires et de développement socio-économique? Je suis en discussion avec vous depuis un peu plus d'une heure, je crois, sur un plateau de télévision qui n'est pas national, donc pas tchadien. Et je suis tchadien, citoyen de la CEMAC, d'Afrique centrale. Et donc ma préoccupation essentielle aujourd'hui, c'est l'Afrique centrale. Je voudrais m'adresser aussi bien aux dirigeants qu'aux citoyens d'Afrique centrale, pour leur dire de ne pas oublier ce que c'est que l'intégration. L'intégration dans le sens global du terme d'intégration de l'Afrique centrale, pour que nous ne soyons pas en retard par rapport aux autres communautés économiques qui sont en train de rouler, qui atteignent parfois même, quand vous prenez la SADC en Afrique de l'Est, quand vous prenez la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, qui sur plusieurs plans nous ont largement dépassés. Qu'est-ce qui nous manque? La volonté. Certainement, la volonté de nos dirigeants. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut que nos dirigeants ne perdent pas de vue que notre destin, il est commun. C'est quoi aujourd'hui le Tchad de 15 millions d'habitants dans un monde global comme celui que nous sommes en train de voir, ou le Cameroun, par-ci, là-bas, 1 million, 2 millions, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est ce que j'appelle des pays dirigés par des chefs de canton qui veulent rester chefs chez eux pour ne pas pouvoir perdre leurs privilèges en étant dans un ensemble plus grand qui va être plus productif pour leur pays et pour leur région. Non. Sortons de l'Afrique centrale des chefs de canton pour bâtir une Afrique centrale moderne. Quand je vais partir du Cameroun pour aller au Congo ou au Gabon par la route, que je ne passe pas mon temps à sortir mon passeport ou ma carte d'identité. C'est des situations totalement anachroniques. C'est des situations qui sont contre le développement de nos régions, de nos pays. Il faut absolument que ce mot d'intégration aujourd'hui prenne tout son sens. Que nos dirigeants acceptent de faire ce pas qualitatif, un saut qualitatif dans le futur. Nos pays d'Afrique centrale, ceux de la CEMAC, peut-être auxquels il faudra ajouter d'autres, ne peuvent trouver leur salut que là-dedans. Quand on a la vantardise camerounaise de croire qu'on est autosuffisant, c'est des histoires, c'est pas vrai. Et quand on a la bêtise, je veux pas, de tel autre, de penser que c'est parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est autosuffisant, c'est puéril comme comportement. Je crois qu'il faut qu'on se surpasse en Afrique centrale. Et pour cela, il faut qu'on ait des organes intégrateurs qui soient vivants. Que la commission de l'Afrique centrale, de la CEMAC, soit vivante. Il faut qu'on sorte de ces situations de sinécure où on place seulement des hommes parce qu'issus de tel sérail ou tel autre, alors que notre vision globale doit être les populations d'Afrique centrale, nos peuples, quelles sont leurs aspirations.
c'est l'unité. Que quelqu'un parte de Faya-Largeau au Tchad, qu'il aille jusqu'à Bata, en Guinée équatoriale. Parce que c'est dans le mouvement qu'on se fait, qu'on se construit. C'est dans le déplacement que les grands pays sont construits aussi. Vous les prenez tous ailleurs. Et non pas que chacun se recroqueville sur lui-même et fasse qu'il étouffe. Il entraîne dans cet étouffement des dizaines de milliers ou de millions de personnes. C'est une faute politique grave. Donc ça a toujours été mon discours. L'Afrique centrale doit s'unir. Nous avons les potentialités pour cela. Et il faut qu'on s'y mette. Merci Saleh Kebzabo. Je précise que vous êtes le vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif au Tchad. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accordé cet entretien exclusif. C'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pendant ce laps de temps. Et je souhaite à votre télévision Equinox beaucoup de succès. Continuez la lutte pour l'unité de l'Afrique centrale et je pense que vous l'aurez gagné. Merci également à Duval Fongwa et Armstrong Formy d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes les équipes techniques conduites par Emmanuel Wapi et Mitterrand Dame. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.